Alors le thème de ce soir, c'est intelligence émotionnelle et estime de soi, pour ceux qui ne savent pas lire, se comprendre et s'apprécier. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. On a l'impression que lorsque l'on est, NAI, machin T, on n'a que des problèmes et que donc il faut sans arrêt se battre contre la vie. Non. Pourquoi ? Parce qu'on a en nous, on va le voir dans quelques instants, des systèmes absolument extraordinaires qui nous permettent deux choses. Premièrement, de savoir qui on est, et deuxièmement, de savoir quoi faire de ce qui on est. Et ça, c'est très important. Et on a tous ces systèmes en nous, et notamment, l'intelligence émotionnelle va nous permettre de découvrir, on pourrait dire, ces systèmes qui sont en nous. Donc nous sommes, on pourrait dire, un Stradivarius. Nous sommes, nous, un Stradivarius. Nous avons toute une gamme de choses intérieures à faire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas se servir du Stradivarius. On s'en sert mal, on fait des couacs. Ce soir, on n'en fera pas de couacs. On fait des couacs et on esquinte l'instrument et après on gueule parce que ça ne va pas bien. Alors que nous avons tout en nous les potentialités pour être parfaitement bien et en bonne santé et savoir qui on est. Ça, c'est le début de la vie, c'est un peu le bordel, hein, excusez-moi. Donc, tout est enchevêtré, on ne sait pas qui on est, les fils sont enchevêtrés. Il existe plus ou moins des choses dans notre système nerveux qui, lui, est enchevêtré. Notre corps est enchevêtré. Enfin bref, on a l'impression qu'il y a un chat qui a joué avec nos neurones et qui, à notre naissance, a fait que c'est un imbroglio pas possible. Eh bien, vous verrez qu'à la fin de cette conférence, cet écheveau va devenir tout à fait quelque chose de bien rangé. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons en nous l'intelligence émotionnelle. Nous avons un cœur dans notre cerveau. Bien sûr, le cœur est toujours dans la poitrine, bien évidemment, mais il est aussi dans notre cerveau. C'est-à-dire que si l'on sait se servir de nos émotions, et par voie de conséquence de notre intelligence émotionnelle, eh bien, on a en nous un potentiel énorme. Et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. Donc, il va falloir savoir se servir de son intelligence émotionnelle avec des facteurs du cœur. L'ancien paradigme, c'est-à-dire l'ancienne pensée, tenait à l'idéal d'une raison, j'ai mon prompteur, tenait à l'idéal d'une raison libérée de la pression de l'émotion. Le nouveau paradigme, le nouveau principe que je vous propose, nous invite à harmoniser la tête et le cœur. Nous devons comprendre plus précisément ce que signifie utiliser son émotion intelligemment. C'est Daniel Goleman, le premier, enfin pas le premier, le deuxième, qui a développé ces concepts d'intelligence émotionnelle. C'est un texte que j'ai pris chez lui. Donc pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans la salle, sauf exception, on a l'impression que la vie, il faut raisonner pour trouver son chemin et faire ce qu'il convient de faire le plus convenablement possible. Et l'émotion est dans un système très petit, alors que la raison est là, au-dessus de la ligne d'horizon, d'une façon très importante. Donc, c'est le paradigme actuel, et en sortant d'ici, vous aurez changé de paradigme, on ira tous au paradigme. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était le quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'on disait « ouais, j'ai un QI de 130, j'ai un gros QI ». Enfin, oui, bon. J'ai un gros QI, j'ai un QI de 130, un QI de 180, ça explose les radars. Oui, peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'on est forcément intelligent. Ce n'est pas pour ça qu'on sait prendre les bonnes décisions. On est capable, effectivement, intellectuellement, d'apprendre plein de choses, mais ce n'est peut-être pas le but de la vie d'apprendre plein de choses. Donc, moi, je vous propose la chose suivante, c'est que l'émotion prenne le pas sur la raison. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vraiment la raison l'émotion qui mène le monde et non pas la raison. Et ça, c'est très important parce que la différence fondamentale entre l'émotion et la raison est que l'émotion débouche sur l'action, tandis que la raison aboutit à des conclusions. C'est un cul-de-sac. Donc, d'ailleurs, dans le terme émotion, il y a ex movere, c'est-à-dire le terme latin veut dire que l'on sort, qu'on a une action. L'émotion nous permet d'entrer en action. L'émotion, c'est elle qui permet le changement, ce n'est pas le raisonnement. Donc l'action est là pour nous aider une fois que l'émotion a déterminé ce que l'on devait faire. Donc ce que nous vous propose ce soir, c'est plutôt le quotient intellectuel, non, le quotient émotionnel, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Et si vous avez justement cette intelligence émotionnelle, vous êtes capable de mieux vous repérer dans la vie et vous serez, vous, en meilleure santé. Ça peut être tout à fait étonnant,
mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a deux personnes, les premiers qui ont mis ça en route, si j'ose dire, c'est Peter Soloway et John Mayer, des psychologues en 1990, et puis celui qui a repris ça dans un bouquin célèbre qui s'appelle d'ailleurs L'intelligence émotionnelle 1 et 2, c'est Daniel Goleman, dont je vous ai projeté tout à l'heure un texte. Et puis il y a Ballesteros, c'est un mec, bon, ne vous inquiétez pas, il ne va pas nous embêter longtemps. Alors, moi, c'est un concept, moi j'ai toujours été intéressé par les émotions. Moi, j'ai toujours pensé, quand on tombe malade à travers les émotions, que la plupart de nos maladies sont d'origine émotionnelle. Et donc, je me suis intéressé par voie de conséquence à l'intelligence émotionnelle. Et depuis plus de 10 ans, j'enseigne, Jean-Marc a sûrement participé à ce type de séminaire, j'enseigne l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle que vous allez avoir ce soir n'est pas celle de Goleman et compagnie. Michel Goleman, Jean-Jacques Goleman, non. Ça ne va pas être ça. Ça va être mon intelligence émotionnelle. Moi, j'ai retravaillé le concept. Donc, si vous êtes d'accord, sinon vous pouvez quitter la salle, je vais vous présenter mes travaux, c'est-à-dire ce que moi j'ai déterminé comme qualité, on pourrait dire, dans les qualités propres, disons, et les vertus de l'intelligence émotionnelle. C'est un travail de plusieurs années que je vous présente donc aujourd'hui parce que vous me paraissez sympathique. Donc, le règne du QI doit laisser la place à celui du QE. Ce n'est pas la raison qui guide le monde, ce sont les émotions. Bravo, il y en a deux qui suivent. Donc, pourquoi l'intelligence émotionnelle? Parce que justement, les émotions sont intelligentes. C'est notre boussole, les émotions. Si on n'avait pas d'émotions, on n'aurait pas de boussole. Demandez à Alzheimer qui sont bloqués que dans une émotion, ils ne peuvent pas, ils savent pas où ils sont, ils ne reconnaissent personne. Donc, l'émotion, c'est vraiment le facteur number one pour nous retrouver dans l'environnement et savoir qui on est. C'est très important, c'est notre boussole. Donc, elle nous éclaire sur nos vraies valeurs, c'est-à-dire que pour nous, si on sait ressentir, travailler les émotions, on saura quelles sont nos vraies valeurs. Je vous expliquerai tout à l'heure comment faire et pourquoi. On saura qui on est. Et en plus, à partir du moment où on saura qui on est, on saura où on doit aller. Parce que si on ne sait pas qui on est, où est-ce qu'on va aller? Donc, les émotions, c'est notre boussole émotionnelle. Notre boussole émotionnelle, c'est bien sûr l'intelligence émotionnelle. Alors, ça j'ai déjà projeté, mais pour ceux qui n'étaient pas là à d'autres circonstances, voilà notre boussole. On croit toujours qu'on a une émotion dans un coin et puis que les émotions sortent on ne sait d'où et n'importe comment. Pas du tout. Les émotions sont toutes reliées les unes avec les autres. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes sans arrêt en besoin de décoder l'environnement et de savoir qui on est. Donc, s'il y avait une émotion par-ci, par-là et qu'il n'y avait pas une relation entre toutes les émotions, on ne pourrait pas détecter ce que je viens de vous dire. Donc, vous savez, les émotions, c'est comme les vagues au bord de la mer, elles se succèdent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bon, de temps en temps, une grosse vague qui nous emporte un peu, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les émotions sans arrêt sont là pour nous aider. Une émotion, ça dure quelques instants. Ce que d'autres appellent des émotions, c'est plutôt des états émotionnels quand ça dure un certain temps. L'émotion, c'est un système de décodage immédiat. Les émotions qu'on ne veut pas écouter prennent le pouvoir. C'est ça le problème. Donc, à côté du schéma précédent, on peut dire que si vous savez déterminer le type d'émotion que vous avez, donc il y a la peur, la colère, l'énervement, l'anxiété, la tristesse, joie. Il n'y a pas d'autres émotions. Les autres émotions, ce sont des états émotionnels. Donc je disais que nous avons un certain nombre d'émotions, 5 plus une supposée être positive, c'est la seule qui les autres paraissent ne pas être positives, alors qu'en réalité elles le sont, puisqu'il n'y a pas d'émotions mauvaises ou bonnes. Les émotions, c'est agréable ou désagréable, et à chaque fois, elles nous disent ce que l'on doit faire, où on doit aller. Donc, à part la joie qui paraît qu'une émotion sympathique, toutes les autres émotions sont sympathiques parce qu'elles nous aident à nous retrouver dans le dédale de la vie. Donc, les émotions qu'on ne veut pas écouter prennent le pouvoir. Deuxième chose importante, c'est que il faut qu'on détermine justement le pouvoir des émotions, et notamment les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle. Bon, c'est bien beau de dire que l'intelligence émotionnelle existe, mais il faut peut-être qu'on voit quels sont ces pouvoirs, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre. C'est ça qui est important. Alors, une chose importante, moi quand j'entends gestion du stress, ça me hérisse les poils parce que le stress ne se gère pas. Les émotions ne se gèrent pas. Les émotions, ne cherchez ni à gérer, ni à maîtriser vos émotions,
mais plutôt à les apprivoiser pour en faire des alliés. Et c'est ce que propose l'intelligence émotionnelle. Bon, ça vous paraît peut-être bizarre à ce stade de la conférence, mais vous allez voir au fur et à mesure ce que ça veut dire. Donc il faut qu'on fasse, si j'ose dire, copain-copain, ami-ami avec nos émotions, et elles sauront nous aider et nous rendre service sans problème. Dans notre mode de vie, il y a bien sûr l'alimentation, les activités sportives. Si vous voulez vous transformer, il est certain que de vous mettre à manger correctement, c'est très bien. Je vous y encourage d'ailleurs. Il est certain que si vous voulez une transformation, je vous encourage aussi à avoir des activités sportives. Mais le temps que vous changiez votre alimentation, vous achetez ce qu'il faut, que vous le faites cuire convenablement, que vous mangez, que vous perdiez du poids, ça demande quelques temps, si ce n'est quelques mois. Une activité sportive, il faut trouver un club, il faut acheter des chaussures. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un temps X qui fait que pendant ce temps-là, vous ne vous servez pas d'intelligence émotionnelle. Alors qu'il y a un truc très simple qui ne demande qu'à vous aider tout de suite, c'est l'émotion. Dès demain, dès tout de suite, dès tout à l'heure, vous pouvez changer votre style d'émotion. Vous pouvez travailler votre intelligence émotionnelle. Et ça, immédiatement, vous aurez des changements dans votre corps très importants, c'est ce qu'on va voir. Parce que ce n'est pas pour faire joli que je vous parle de l'intelligence émotionnelle, c'est parce que ça agit sur des choses bien précises, que j'appelle les mystères du corps. Bon, je vais vous dévoiler 2-3 mystères, mais vous allez voir, c'est là-dessus que ça va agir tout de suite. C'est-à-dire, tout de suite, là, si vous changez votre système de pensée, immédiatement, vous rentrerez dans une intelligence émotionnelle et vous serez transformé. Alors que je vous dis, le temps d'aller à l'épicerie et d'acheter, d'ailleurs ce soir, à part les épiceries arabes, je ne vois pas où vous pouvez acheter de l'alimentation, l'activité sportive, vous pouvez courir dans la rue pour attraper le taxi. Mais sinon, il n'y a rien qui peut faire quelque chose de plus rapide que les émotions. Alors, ceci, c'est des chromosomes, ce sont nos chromosomes, c'est un gène. Et les gènes, il ne faut pas voir ça comme un morceau de viande qu'on a dans notre corps. Les gènes, vous savez, c'est ce qui se trouve dans chacune de nos cellules et qui détermine les protéines que l'on doit se fabriquer pour être en forme ou être en bonne santé ou pas. Donc il existe ce qu'on appelle l'épigénétique. Épi, ça veut dire au-dessus de la génétique. Et ce système est valable. Pourquoi ? Parce que ça, nos chromosomes, nos gènes, notre ADN, c'est un nuage électromagnétique. Ce n'est pas quelque chose de fixé. Ça bouge tout le temps comme un tourbillon, si vous voulez, d'électrons. Ce qui fait qu'à tout moment, et ça, ce n'est pas la peine de prendre des chaussures de sport, ce n'est pas la peine de changer son alimentation, si vous commencez à changer votre système de pensée, immédiatement, vous modifiez votre épigénétique. Vous modifiez votre génétique. On pensait jusqu'à maintenant que les gènes étaient immuablement codés et qu'on devait toute notre vie les respecter. Pas du tout. Pas du tout. Il existe donc l'épigénétique qui permet justement, de par le changement de notre mode de vie, de décoller certaines étiquettes qui étaient collées sur nos gènes et qui faisaient que nos gènes de la bonne santé étaient en sommeil. Et en changeant notre mode de vie, on enlève ces étiquettes qui collaient sur les gènes et qui faisaient qu'on était en mauvaise santé, qu'on ne pensait pas bien, et d'un seul coup, on va être en bonne santé. Mais ça se fait rapidement, ça se fait dans l'instant. Il ne faut pas oublier que chacune de nos pensées, quelles qu'elles soient, descend directement dans notre cellule, au cœur de la cellule, notre bioénergétique cellulaire. Donc, il faut faire attention à ce que l'on pense. Il faut savoir si on veut sécréter les hormones du plaisir, de la joie ou du malheur. Et ça se fait instantanément. Il n'y a pas besoin de chausser des chaussures de sport et d'aller acheter des aliments au McDo. Donc, l'épigénétique, c'est un tourbillon électromagnétique qu'on peut modifier à chaque instant. Donc, l'épigénétique est votre meilleur allié en vous offrant la possibilité d'agir en vous transformant en acteur de votre propre évolution. Elle vous ouvre une nouvelle voie à la responsabilisation et à la liberté des êtres humains. On n'est pas tenu, enchaîné à nos gènes. On peut les transformer. Alors bien sûr, les gènes existent toujours, mais c'est la façon dont on s'en sert. C'est la façon dont on s'en sert. Vous avez la télé, mais vous avez une commande, vous pouvez changer de chaîne. La télé, c'est le chromosome, et puis vous changez de chaîne. Vous choisissez les chaînes où il y a sans arrêt des problèmes ou les chaînes où il n'y a que sans arrêt des films marrants. Eh bien, c'est pareil. Par nos émotions, et notamment par notre intelligence émotionnelle, nous sommes capables de changer l'épigénétique. Le deuxième mystère, c'est la plasticité neuronale. L'émotion va aussi modifier la façon dont nous nous servons de nos neurones, et notamment, bien sûr, de nos neurones au niveau cérébral, mais aussi de nos neurones du corps. Chaque fois que notre émotion et notre pensée sont en adéquation, nous allons déclencher des circuits vertueux dans notre
et dans notre système de la plasticité neuronale. Chaque fois, et nous allons sécréter des nouveaux neurones, parce qu'il existe, on fabrique sans arrêt des neurones. Avant, on pensait que les neurones étaient fabriqués ad vitam aeternam, et qu'à partir de 25 ans, on commençait à devenir complètement neuneux. Pas du tout. On fabrique sans arrêt de nouveaux neurones, et surtout, on fabrique de nouvelles pistes de ces neurones. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'à tout moment, en changeant notre système de pensée, on modifie. Donc, on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. C'est-à-dire que vous, là, ce soir, en sortant, vous n'aurez pas le même cerveau qu'en entrant. Bon, ça peut en arranger certains, n'est-ce pas? Mais ça peut en troubler d'autres. Donc, notre cerveau, à chaque instant, se modifie. Alors, comme il est très malléable, on l'a vu à travers l'épigénétique et la plasticité neuronale, eh bien, on peut effectivement y mettre des choses pas très sympas et finir par avoir des problèmes de santé et des problèmes psychologiques. OK, mais pourquoi on ne ferait pas le contraire? On le comprend, ça. On le comprend, ça, qu'on peut se faire du mal à travers des pensées négatives. Mais on a du mal à trouver le système qui dit le contraire, c'est-à-dire de comprendre qu'en mettant des pensées positives, on va déclencher des choses positives. Ça, on a du mal. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. Ça, c'est très important. C'est lorsque une nouvelle voie nerveuse est formée. C'est-à-dire vous pensez différemment. Vous avez compris certaines choses, vous évoluez, vous avez décidé de changer certains comportements. Donc, elle est d'abord invisible. C'est-à-dire que c'est un système électromagnétique qui se fabrique dans notre tête, dans notre circuit nerveux. Un peu comme si vous traciez un sillon au milieu d'une prairie fleurie. Plus vous empruntez ensuite ce chemin, le chemin intérieur, plus vous emprunterez ce chemin, plus il se distingue nettement. C'est-à-dire plus vous aurez des systèmes de pensée, des états d'esprit positifs, plus en adéquation avec vous-même. D'ailleurs, plus votre état d'esprit se rapproche de ce que vous êtes, plus le sillon est creusé. C'est-à-dire, plus vous avez des pensées qui vous correspondent vraiment, plus vous fabriquez un circuit neuronal intéressant pour vous. Il faut bien comprendre ça. Quand vous fabriquez des circuits neuronaux qui ne vous correspondent pas, style la pensée unique ou ce qu'on vous met dans la tête dans certaines sociétés ou choses politiques, eh bien, vous avez cette fois-ci des circuits qui ne vous correspondent pas et vous n'êtes pas bien. Et vous risquez d'être malade. Donc, plus vous empruntez ensuite ce chemin, plus il se distingue nettement. Il arrive qu'il se transforme ensuite en une route, voire en une autoroute. Et à partir de ce moment-là, vous allez entretenir par vos systèmes de pensée successifs, par vos états d'esprit successifs, vous allez entretenir ce chemin intérieur qui sera vraiment, lorsque vous aurez découvert, on va voir ça dans quelques instants, qui vous êtes, qui sera vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment. Le troisième mystère, c'est tout à fait étonnant, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors ça, c'est un truc tout à fait fantastique, qui est relativement récent, qui est le support, on va le voir dans quelques instants, un des grands supports de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que le fait qu'on peut rentrer en relation émotionnelle avec les autres sans passer par la raison. Simplement, on va le voir par des circuits neuronaux qui se fabriquent quand on est, premièrement, en sympathie avec quelqu'un, quand on aime, entre guillemets, quelqu'un sans tomber amoureux, bien sûr, ça peut aller jusque-là, mais quand on aime bien un copain, etc., quand on est en sympathie, il y a un premier circuit neuronal qui se fabrique émotionnellement entre deux personnes, presque comme ça, en télépathie. Vous êtes en sympathie avec cette personne, vous vous sentez bien. Et puis, à partir du moment où vous êtes en empathie, c'est-à-dire à partir du moment où cette personne, vous avez envie de davantage rencontrer, de davantage la connaître, que vous vous penchez un peu sur ses problèmes sans tomber dedans, eh bien, un deuxième circuit neuronal va se fabriquer, un deuxième système de neurones miroirs va se fabriquer, et ça va entretenir, on le verra tout à l'heure, notamment l'ocytocine, qui est l'hormone de la relation sociale et qui est aussi l'hormone de l'amour et aussi de l'accouchement. Donc, les neurones miroirs, c'est une découverte relativement récente qui est très, très intéressante parce que on va rentrer en relation avec les autres sans un mot et sans passer par la raison, simplement par le ressenti émotionnel. On verra comment se fait ce ressenti émotionnel. Donc nous pouvons saisir l'état subjectif d'une autre personne par l'émotion plutôt que par la pensée. Alors c'est Rizzolatti, neuroscientifique, qui a découvert ces histoires de neurones avec ces deux propriétés dont je viens de vous parler. Donc les neurones miroirs font que, si vous voulez symboliquement, je vous ai mis ici les deux, comment dirais-je, le cerveau droit et le cerveau gauche d'une personne, ici le cerveau droit et gauche d'une autre personne, symboliquement, pour vous montrer qu'électromagnétiquement, sans passer par on ne sait quel, disons, baratin, si j'ose dire, eh bien, au milieu va se créer une espèce de champ électromagnétique
qui relève aussi sûrement de la télépathie, de la transmission. Vous savez, des fois, vous êtes là, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tel copain, et puis il vous appelle 3 heures après. Ça, c'est une chose qui arrive. Tiens, j'aimerais bien aller à tel endroit, et puis pas, vous recevez une invitation pour y aller. Donc, on a des systèmes qui sont extrasensoriels. Il ne faut pas avoir peur de ça. On a des systèmes hors de nos 5 sens qui sont là pour nous aider. Notamment, les neurones miroirs en font partie. C'est une espèce d'échange, on pourrait dire, électromagnétique entre 2 personnes. Donc, les neurones miroirs sont la prédisposition. Donc, s'il n'y avait pas anatomiquement quelque chose dans notre corps qui permet tout ce que je vous raconte, l'émotion, la transmission de pensée, le fait d'aimer les autres ou pas, ça ne marcherait pas. Il faut bien qu'il y ait une base, disons, au minimum anatomique, et biochimique et biologique en nous pour que ça fonctionne. Donc il y a derrière ces fameux neurones. Et donc, bien sûr, ce que je viens de vous parler, l'épigénétique, bien sûr, la plasticité neuronale, mais aussi et surtout les neurones miroirs, qui sont la chose suivante, c'est la prédisposition du cerveau à l'empathie et donc à l'intelligence émotionnelle. C'est grâce à ces neurones miroirs que l'intelligence émotionnelle est possible. Quelles sont les 2 composantes de l'intelligence émotionnelle? Encore une fois, je vous rappelle, c'est un travail personnel, je ne voudrais pas dire pour gonfler mes chevilles, mais c'est vraiment un travail de plusieurs années pour comprendre ce qui se passe, parce que ça me paraissait un peu obscur ce qu'on nous racontait dans les bouquins. Donc j'ai repris ça à ma façon, et je l'ai expérimenté, et je l'ai enseigné depuis plusieurs années. Donc, les 2 composantes de l'intelligence émotionnelle, la première composante, c'est la conscience de soi, qui passe par, on va le voir, le système neurovégétatif et ce qu'on appelle la dystonie neurovégétative. Le système neurovégétatif, c'est le système de relation à l'autre, qui est un système que je vous montrerai dans quelques instants, et lorsqu'il se dérègle, entre guillemets, il nous donne un certain nombre de signes, ce qu'on appelle fonctionnels, qui ne sont pas des signes organiques, et ces signes-là vont nous dire, attention, tu es du mauvais côté, ce que tu fais, c'est pas bien, ou, quand c'est les émotions et le ressenti corporel agréable, c'est ce que tu dois faire, c'est bien. C'est aussi simple que ça, c'est binaire. Hein. Il n'y a pas 36 routes, il y en a 2, c'est à droite ou à gauche, et donc la route que l'on doit prendre est indiquée tout de suite, et stigmatisée, on pourrait dire, par notre système neurovégétatif et notre ressenti corporel. Ça, c'est disons, si on existe et qu'on ait conscience des émotions qui sont en nous et de la perception qu'on en a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On laisse ça dans un coin et puis on attend que ça se décante ou on subit les émotions? Non. Il y a la deuxième piste intéressante, c'est la suivante, c'est la connaissance de soi, c'est-à-dire savoir qui on est, se servir de la conscience de soi, puisqu'on a bien détecté quelles sont les émotions, à quel moment elles apparaissent, pourquoi dans tel contexte, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable. Donc on peut faire une espèce de topographie de nos émotions, une espèce de lexique de nos émotions, et à partir de ce moment-là, on va s'en servir pour savoir qui on est. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une émotion viendra le jour, une des 5 émotions viendra le jour, il faudra qu'on sache est-ce qu'elle nous correspond ou pas. Et ça, c'est très important parce que, je rappelle une chose très importante, c'est qu'il y a 2 choses en nous. Il y a qui on est vraiment, notre vrai moi. Vous savez, vous savez ce que c'est qu'un rapport sexuel, hein. Donc, quand, disons, les gamètes mâles et la gamète femelle se mélangent, les spermatozoïdes et l'ovule se mélangent, il y a une espèce de tirage au loto, comme le loto, et ça va déterminer une personnalité, un vrai moi. Et une chose très importante, c'est que chacun a un moi particulier qui est différent de celui d'à côté. Là, vous n'êtes pas assis les uns sur les autres. Vous avez une chaise, vous avez une chaise, vous avez une chaise, une chaise. Donc, dans la vie, on est déterminé. Un tel sera déterminé à être boucher, charcutier, l'autre d'être médecin, 4e d'être avocat, le 6e d'être plombier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une prédétermination au départ qui se fait par le mélange de nos gamètes, par le mélange, le tirage du loto. Ce qui fait que le problème, c'est lorsque l'on est, eh bien, ce tirage-là qui nous correspond ne correspond pas toujours au milieu où on est. C'est ce qu'on appelle le consensus socio-culturel du milieu où on est, nous tombe dessus et va faire qu'on va plutôt aller vers le toit. C'est-à-dire qu'on va dire, dans la famille, il n'y a eu que des médecins, tu vas être médecin, dans la famille, il n'y a eu que des chirurgiens, tu seras chirurgien, dans la famille, il n'y a que des charcutiers, tu seras charcutier, mais vous vouliez être médecin, vous voyez ce que je veux dire, vous voulez être avocat, vous vouliez être autre chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes au milieu de leur vie changent de métier, parce que le consensus du début, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, il faut savoir qui on est et savoir ce qui fait que l'on n'est pas soi-même. Parce que ce petit tiret là au milieu est très important. Pourquoi? Parce que plus ce tiret est long, plus vous risquez d'être malade.
plus il y a de différence entre votre vrai moi et ce toi, c'est-à-dire ce qu'on veut que vous fussiez et que vous êtes devenu, eh bien plus cette distance est importante, plus vous risquez de tomber malade. Plus vous allez, par le processus d'évolution personnelle, à connaissance de qui vous êtes, rapprocher le toi du moi, eh bien vous serez moins malade. La maladie s'engouffre entre les deux, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je vous assure, c'est vachement simple, on devrait apprendre la médecine en 2 heures. Bon, il faut un peu plus de temps. Bon. Donc, si déjà vous savez ça, c'est quelque chose d'important. Donc, grâce à nos intelligences, et notamment l'intelligence émotionnelle, on va savoir qui on est. Tout d'abord, la conscience de soi. Alors, mon premier livre, ça s'appelait, je ne sais pas si vous vous rappelez, « Se soigner, c'est s'écouter ». Alors, j'en ai pondu un deuxième, qui est chez l'éditeur, je ne sais pas s'il le prendra. Je suis en train d'écrire un troisième qui s'appelle « L'amour qui est bon pour la santé », et un quatrième qui sera sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est une pré-présentation de mon bouquin, donc ce n'est pas la peine de l'acheter quand il paraîtra dans 25 ans. Donc, se soigner, c'est s'écouter, mais la deuxième partie, et celle-là, s'écouter, c'est se comprendre et s'apprécier. C'est à travers, si vous voulez, ces fameux signes neurovégétatifs que l'on va savoir qui on est et que, justement, on va être capable de détecter ce qui nous convient vraiment. Donc, l'intelligence émotionnelle se branche, on pourrait dire, sur l'intelligence du corps. D'ailleurs, c'est une espèce de, disons, de va-et-vient entre les deux. L'intelligence du corps trouve ses racines dans l'intelligence émotionnelle. À partir du moment où le corps est bien, les émotions sont meilleures, etc. Il y a une espèce d'échange continuel. En réalité, on peut dire que ça, c'est la matière, et ça, c'est l'énergie et l'esprit. Et il y a un échange sans arrêt. Et donc, il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l'esprit. Il ne faut pas croire que le processus d'évolution personnelle, c'est simplement de faire du yoga, d'aller en haut d'une colline et de méditer. Pas du tout. Il faut que ce soit sur un corps qui soit de qualité. C'est pour ça qu'il est très important de bien le nourrir, d'avoir des activités sportives, etc. C'est une base. On m'a souvent dit, mais comment ça se fait que cette personne a tel problème alors qu'elle est très évoluée? Eh bien, parce qu'elle ne s'est pas occupée vraiment de son corps. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour avoir un corps de bonne qualité. Alors, la conscience de soi se détecte grâce à ce que je disais, le système neurovégétatif, c'est-à-dire le système ortho- et parasympathique. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, que nous avons un premier système ici qui est le système sympathique, avec, vous voyez, pas mal de relais pour arriver jusqu'aux organes. Et ça, c'est le stress, c'est le côté, disons, les émotions, entre guillemets, du côté désagréable. Heureusement, il y a un deuxième système qui est le système parasympathique. Alors, c'est le même cerveau, hein, je vous ai mis des deux côtés pour que ce soit plus clair, mais c'est la même personne, bien évidemment. On n'a pas deux cerveaux comme ça de chaque côté, quoique on a le cerveau droit et le cerveau gauche. Et là, par contre, vous voyez, c'est branché directement sur les organes, ce qui fait qu'on est plus rapidement en auto-guérison, c'est-à-dire que l'organisme quand même est sympa, que malade, parce que là, il y a un premier relais, un deuxième relais, avant d'arriver sur les organes là, il n'y a aucun relais, c'est branché directement. Donc on peut dire une chose très importante, c'est qu'un organisme ne demande qu'une chose, c'est d'être en bonne santé. C'est l'auto-guérison qui prédomine et non pas la maladie. Donc le problème, c'est que souvent on bloque ce côté-là et qu'on ne se sert pas de celui-là. Eh bien, dès que, par des méthodes très simples d'intelligence émotionnelle, par des méthodes très simples de changer son état d'esprit, par des méthodes très simples corporelles, acupuncture, etc., des trucs très simples, d'ostéopathie, ce qu'on appelle le tuina, le qin de sang en médecine chinoise, c'est-à-dire des techniques corporelles, eh bien, on va mettre tout de suite les gens, et c'est ça qui est important, en parasympathique. Et dès que vous êtes en parasympathique, dans le milliardième de seconde qui suit, vous êtes automatiquement en auto-guérison. Pourquoi? Parce que dans l'organisme, il y a certes des parties malades, mais il y a toujours des parties en bonne santé. Et ces parties en bonne santé vont être stimulées par le système parasympathique. Dès que vous êtes en parasympathique, vous commencez à être en bonne santé et en train de guérir. Donc, les signaux du corps, c'est le système neurovégétatif qui va vous donner des signaux à travers les deux systèmes dont je viens de vous parler. Soit vous avez mal au ventre, mal aux épaules, vous digérez mal, vous avez des tachycardies, vous avez de l'eczéma, etc. Eh bien, c'est que vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous n'êtes pas avec qui vous devez être. Par contre, si tout ça se passe bien, si vous avez chaud au ventre, le corps dégagé et souple, c'est que vous êtes avec qui il faut et vous faites ce qu'il faut. Vous voyez, déjà, ces signaux-là vont nous donner une conscience du corps qui va nous dire déjà une conscience de soi. On sait qu'on existe, on sait qu'on a des émotions, on sait qu'elles peuvent nous servir. Et ça, c'est très important parce que maintenant, il va falloir s'en servir. Une chose très importante, c'est que la conscience de soi est bienveillante. Il ne faut surtout pas s'amuser à faire des choses, disons,
du style de celle-là. J'ai un chef au-dessus de moi, c'est nul. Ce que je fais ne me convient pas. Ils exigent, ça ne marchera jamais. Ils ne comprennent rien. Je ne suis pas bien vu. Je n'y arrive pas. Il faut me décoller ces étiquettes vite fait. Hein. Parce que ces étiquettes-là, ce sont des étiquettes qui agissent sur l'épigénétique, nos systèmes neuronaux, et qui bloquent nos neurones miroirs. Donc ça, ce n'est pas à faire. C'est justement tout à fait le contraire. Il faut avoir une écoute bienveillante de notre corps et arrêter de se dire qu'on est nul et non avenu. Parce que la conscience de soi est juste et vraie. Il faut faire attention, entre guillemets. Ce n'est pas une attention dangereuse. Lacan dit « seul le symptôme ne ment pas ». C'est-à-dire que en consultation, vous pouvez me raconter n'importe quoi sur votre vie, mais si vous me dites les symptômes que vous avez, je sais qui vous êtes, parce qu'eux ne mentent pas. Vous pouvez me raconter n'importe quoi, mais votre corps ne raconte jamais n'importe quoi. Lui dit toujours la vérité. Et notre corps, justement, aime la vérité. Si vous dites la vérité, si vos actions sont vraies dans votre émoi, il aime ça, il va mettre tout de suite en bonne santé. Si au contraire, vous avez décidé que ce n'était pas bien, que vous êtes nul, que en fin de compte, votre frère est meilleur, que votre grand-mère vous a méprisé et que votre mère ne vous aime pas, eh bien, vous êtes mal barré. Donc, il faut sortir de ce système-là, il faut avoir une écoute bienveillante. Vous avez forcément fait dans votre vie des choses bien. La connaissance de soi, maintenant, c'est savoir qui on est. Alors, on peut travailler pendant 200 ans, faire 150 consultations, prendre des tas de médicaments pour savoir qui on est. Alors qu'il y a une méthode d'une simplicité biblique qui fait qu'on peut effectivement se transformer dès le lendemain matin. C'est pour ça que c'est intéressant l'intelligence émotionnelle, parce que c'est quelque chose qui vous permet de très, très rapidement découvrir qui vous êtes et donc parfaitement, en même temps, devenir en bonne santé. C'est très important de comprendre ça. Et donc, la connaissance de soi, la vie est un spectacle, c'est Shakespeare qui a dit ça, autant être sa propre mise en scène. C'est-à-dire que c'est vous, à travers vos émotions, à travers votre intelligence émotionnelle, à travers votre vrai moi, ce que vous êtes vraiment, qui devez déterminer votre vie. Bien sûr, par les neurones miroirs, il y a de l'empathie, il y a des choses comme ça à savoir par rapport à l'entourage, mais vous avez en vous un système unique qu'il convient de, on pourrait dire, de matérialiser, qu'il convient de mettre en place dans la vie. Qui suis-je? C'est ça le problème. Au début, on a l'impression qui on est, on ne sait pas. Qui suis-je? Donc on est un peu bizarre, on a une tronche un peu bizarre. Je vois le monde à travers le filtre des émotions, quelle que soit leur force aux émotions. Le filtre est toujours là, le monde aussi. Chacun dans cette salle décode ce que je dis, ressent des choses autour de lui, différents du voisin. Chaque personne n'écoute, les 2000 personnes qui sont là, 2005 je crois, n'écoute pas pareillement ce que je dis, n'en tire pas la même substantifique moelle. C'est normal, puisque chacun voit à travers un filtre. Eh bien moi je vous propose, mesdames et messieurs françaises, français, je vous propose aujourd'hui d'enlever le filtre justement. C'est d'enlever ça. Parce que lui, le monde est toujours là. Et votre décodage fait que le monde est ce qu'il est, et qu'avec votre filtre et votre système de pensée, vous le voyez à votre façon. Mais lui, le monde est toujours là. Donc, le monde est là aussi pour vous aider, et là pour démontrer qui vous êtes. Donc, il faut qu'on travaille sur le filtre pour changer le filtre des émotions. Et comment on change le filtre des émotions? Eh bien justement, à travers l'intelligence émotionnelle. Parce que regardez comment on est quand on est dans le toit, qu'on n'est pas nous-mêmes. On est un peu revêche, on est un peu agressif, on a des picots partout, on a ici une petite ouverture d'esprit. On voit que les choses qu'à travers ce que l'on pense, nous, on ne fait pas attention aux autres. Et puis surtout, on a quand même tendance à être un peu agressif. On va voir dans quelques instants, l'intelligence émotionnelle, c'est déjà plus d'agressivité. Donc on est très picot, toujours en colère, mal foutu. Alors que regardez, quand on est moi, si on est beau, non franchement, pour une femme, regardez comme je suis beau. C'est une photo de moi que j'ai fait retoucher. Regardez comme on est beau. Alors, est-ce que vous voyez la différence? Non? Bon, bah, tant pis pour vous, vous n'avez rien compris. C'est à désespérer de faire de l'enseignement. Donc, il y a des beautés, des qualités émotionnelles, des qualités personnelles indébutables dans toutes les personnes. Cette personnalité, il faut la trouver. C'est vraiment la clé de la bonne santé. Donc,
pendant très longtemps, le toi, ce qu'on appelle l'ego, eh bien, il va faire que le moi va être tout petit, il va être sous la ligne d'horizon, pratiquement étouffé. Et alors que le toi, le moi, c'est-à-dire le toi, l'ego, lui, il est surdimensionné par rapport à ça. Eh bien, moi, je vous propose de passer dans l'autre sens et de mettre... si on a toujours un petit peu d'ego, parce qu'il y a toujours des petites réminiscences, disons, de notre ancienne vie qui fait que on se surprend à faire une réaction qui n'est pas tout à fait adéquate. Tiens, comment ça se fait? Mais pour une fois, on s'en aperçoit. Avant, on avait des réactions, on était en pilotage automatique, on appuyait sur un bouton, on rencontre une idée, une phrase d'une personne, et paf, on démarrait tout de suite. On était en pilotage automatique. Là, on n'est plus en pilotage automatique, on est nous-mêmes. Bon, de temps en temps, on va avoir ça, mais on le saura. On saura que ce que l'on fait ne nous correspond pas. Et donc, à chaque fois, on corrigera un peu. À chaque fois, on travaillera sur l'épigénétique. À chaque fois, on travaillera sur nos systèmes de pensée. À chaque fois, on travaillera sur notre plasticité neuronale, etc. C'est très important de savoir ça. De quoi est fait le moi, justement? Il y a une vitalité, une force vitale, une énergie, une accélération qui, à travers vous, se traduit en action. Et parce que vous n'êtes qu'un, c'est ce que je vous ai expliqué à quelques instants, vous n'êtes pas assis les uns sur les autres, chacun est dans sa case, entre guillemets, cette expression est unique. Donc, si vous ne débloquez pas ce que vous êtes vraiment, c'est perdu. C'est-à-dire les qualités que vous avez qui sont indéniables, vous avez tous, vous savez mieux faire quelque chose que la personne qui est à côté de vous. La personne derrière sait faire mieux des choses que vous. Par contre, celle de devant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites toujours quelque chose de mieux que l'autre. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça votre vrai moi. On verra comment on le découvre. Eh bien, grâce à ça, vous êtes unique. On est tous uniques. Pourquoi? Parce que le tirage de l'auto, là, entre les gamètes mâles et femelles, fait qu'on est unique. Il y a un seul tirage. Il n'y a pas de grattage. Enfin, c'est avant le grattage. Donc, et si vous bloquez ce système-là, doucement, je n'ai pas dit de changer de truc, là. Ah, bon, m'énerve ce truc. Alors, et si vous la bloquez, elle n'existera jamais, cette expression, à travers un autre médium, c'est-à-dire une autre personne, et ce sera perdu. Si vous savez faire du tricot, du patchwork, à votre façon, ce sera perdu. Si moi, je ne m'étais pas mis à faire une autre médecine qui s'appelle la vitalothérapie, que je développe depuis des années, si je n'avais pas travaillé sur l'intelligence émotionnelle comme ça serait perdu. Donc vous avez quelque chose aussi d'unique. Il faut le trouver. On va voir justement comment on trouve ça. On trouve ça justement par le processus d'évolution personnelle qui nous fait passer du toi de l'ego jusqu'au moi. Et ainsi, il faut évoluer pour guérir vraiment. Il faut passer du toi au moi. Et donc la découverte de notre vrai moi, c'est très simple. Il ne faut pas 150 années de psychanalyse. Comme disait Coluche, j'ai fait 15 ans de psychanalyse parce que je pissais au lit. Je sais maintenant pourquoi, mais je pisse toujours au lit. Donc, il faut savoir traiter le symptôme. Il faut que ça descende dans le corps. Donc, la découverte de notre vrai moi, ça s'appelle le flux. Et ça, c'est très important. C'est un Hongrois dont Vous voulez le lire? Bon, c'est machin. Je pense que le temps qu'il finisse d'écrire son nom, il n'est plus dans le flou. Hein. Donc on appelle ça le flux, la fluidité. Il appelle ça le flow, l'expérience optimale. C'est vraiment la façon la plus simple, la plus rapide et la plus cohérente de transformer notre toi en moi. C'est la façon la plus simple, la plus cohérente de stimuler notre épigénétique dans le bon sens. C'est la façon la plus simple, la plus cohérente de fabriquer de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est la façon la plus simple de fabriquer, disons, à travers le miroir, à travers les neurones miroirs, de fabriquer de l'empathie. Et donc d'être en bonne santé. C'est la façon la plus simple. C'est ça. Et cette façon la plus simple, c'est quoi? C'est trouver sa passion, son hobby. Depuis toujours, je dis ça à mes patients. D'ailleurs, c'est dans mon livre, mon premier livre, c'est marqué. C'est ça qui est important. C'est de trouver sa passion, son hobby. C'est là que réside le vrai moi. C'est votre activité préférée, votre dada, votre marotte. C'est-à-dire, dès que vous êtes... Alors, c'est des moments qui peuvent être longs ou quelques instants dans la journée quand vous faites exactement ce qui vous correspond. Et là, vous passez dans un autre système que Einstein parle d'espace-temps. Vous n'êtes plus dans la réalité, entre guillemets, vous êtes vraiment en vous, et vous êtes donc à un moment où on ne voit pas le temps passer et où l'espace disparaît. Vous êtes vraiment en adéquation avec vous-même. Et ces moments-là, ce sont ces moments où vous êtes
votre vrai moi. C'est votre hobby, ce que vous aimez faire par-dessus tout. Le truc que vous voyez pas le temps passer. Vous dites pas, oh, il est que 5 heures. Vous dites, oh là là, il est déjà 5 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. Donc, trouvez à travers votre hobby une activité sportive, la lecture, l'écriture, la peinture, je ne sais pas, ce que vous voulez, la calligraphie, peu importe. C'est ça votre vrai moi. Et c'est à partir de là que vous pouvez développer vos nouvelles capacités, peut-être faire un nouveau métier de peintre, d'écrivain ou que sais-je, mais peut-être vous servir de cette qualité-là pour améliorer le travail que vous faites en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut absolument trouver ce système-là. Et ça ne demande pas 36 ans, ça demande simplement de voir à quel moment on est en adéquation avec soi-même. Ça peut être des instants très fugaces qui se passent dans la journée, ou ça peut être des longs moments quand vous faites, je ne sais pas, du jardinage ou collectionnez les timbres, j'en sais rien. C'est une base sur laquelle vous allez vous appuyer pour découvrir qui vous êtes. Et ça, c'est hyper de chez hyper important. Donc la conscience de soi et l'émotion, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, sont là pour corriger votre trajectoire à chaque instant. Je vous rappelle que les émotions, sont là avec l'intelligence émotionnelle pour nous guider sans arrêt. C'est bien ou c'est pas bien. Sans critère de valeur, on est bien évident, c'est simplement nous dire le ressenti corporel est positif ou pas. J'ai chaud dans le ventre ou j'ai froid, j'ai mal dans le dos ou je suis bien. C'est tout, c'est simple. Donc à partir de ce moment-là, cette conscience et cette émotion, cette intelligence émotionnelle va corriger votre trajectoire sans arrêt. C'est-à-dire que si vous partez là, on dit « Ah non, c'est pas bien ». Je vais là, ah oui, c'est bien. Bon, je continue. Je vais là, ah, dans mon corps, ça ne va pas. Je vais là, ah oui, ça va bien. Vous voyez, sans arrêt, vous avez un guide en vous. C'est pour ça que nous sommes un Stradivarius dont nous nous servons très mal. On fait comme si on faisait sans arrêt des canards avec notre Stradivarius. On esquinte même les cordes et puis on laisse dépérir dans un coin. Alors qu'on peut faire un magnifique morceau musical avec notre Stradivarius, simplement pour savoir qui on est et se servir correctement de nos états d'esprit et de notre système neurovégétatif. Bon, ne m'énervez pas. Alors, lorsque vous faites est parfait, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire, dès que vous êtes bénesse, comme on dit, dès que vous êtes bien, c'est que vous n'en avez plus besoin. La fluidité, justement, le flux est le summum de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment là, vous êtes arrivé où vous devez être, vous êtes enfin vous-même. Alors, certains, je l'avais présenté, ils me disaient, ben oui, ben vous dites qu'une fois qu'on est arrivé, on n'a plus d'émotion. On n'a plus d'émotions pour nous guider, mais on est bien. C'est-à-dire qu'on a un état de sérénité, d'harmonie, on a un état d'esprit positif, on est bien. Nos émotions, entre guillemets, sont positives. Mais bon, je vous dis que les émotions ne sont pas positives, elles sont agréables ou désagréables. Donc nos émotions sont agréables tout le temps. Tout le temps où nous sommes dans le flux. Donc on a un ressenti, mais qui n'est plus guidé émotionnellement, puisqu'on est arrivé, puisque les émotions nous amènent où on doit aller. Une fois qu'on est arrivé, on n'a plus besoin. Mais on est bien avec nous-mêmes. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la fluidité procure un bien-être intense, elle est intrinsèquement gratifiante. Quand l'individu s'absorbe complètement dans ce qu'il fait et consacre la totalité de son attention, sa conscience se confond avec ses actions. C'est Daniel Goleman qui le dit, celui qui a, en deuxième rideau, si vous voulez, parlé de l'intelligence émotionnelle. Donc, une fois qu'on est fluide, l'aventure continue. Les émotions et l'intelligence émotionnelle. Comment ça se construit? Là, c'est la partie intéressante. Vous allez, mesdames et messieurs, apprendre peut-être pour la première fois, et d'ailleurs les âmes sensibles peuvent sortir, comment on fabrique une émotion. Je veux dire, c'est difficile à supporter. Donc je vous invite à fermer les yeux et ne pas écouter. Donc vous allez apprendre pour la première fois comment on fabrique une émotion et comment justement cette émotion devient une émotion intelligente. Donc c'est surtout fabriqué à travers le système limbique et deux autres cerveaux qui sont au-dessus. Donc nous avons ce système limbique ici, qui est le système des émotions. C'est lui qui va recevoir toutes les informations de l'extérieur, de nos cinq sens et ce qu'on ressent à l'intérieur. Ce n'est pas par le néocortex ni par l'hypothalamus, ce n'est pas par la raison ni par la fabrication ensuite de l'émotion dans notre corps qu'on détecte l'environnement, on le détecte à travers le système limbique. C'est bien pour ça, c'est l'émotion qui détecte ce que l'on entend et ce que l'on sent. C'est pour ça que je vous dis encore une fois que l'émotion, c'est ce qu'il y a de très très important pour justement savoir qui on est, puisque c'est le récepteur, c'est le décodeur de tout ce qui nous arrive. Et alors, il y a une petite glande ici, toute petite glande, qui s'appelle l'hypothalamus, qui est reliée à une autre glande qui s'appelle tout petit, et c'est elle qui va donc en quelque sorte apporter au corps les émotions qu'on fabrique. Tant que les émotions restent dans notre cortex ici, notre système limbique, on ne sait pas qu'on a une émotion, c'est quand elle dégringole dans le corps.
Et donc, c'est ce fameux système limbique qui va fabriquer l'émotion. Et maintenant, on va voir de quelle façon. Très rapidement, je vous rassure. Mais c'est pour bien que vous compreniez comment ça marche, pour bien comprendre à quel moment vous devez intervenir. Donc, toutes les informations que vous arrivent au niveau du système du cerveau limbique. Si ce qui se passe autour de vous ne vous concerne pas, comme là un petit peu, si vous vous en foutez un peu, vous n'avez pas d'émotion, eh bien, ça passe ici, ça va un tout petit peu au néocortex, mais le néocortex dit « Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec cette émotion? Je la connais, j'en ai pas besoin. » Eh bien, pas d'émotion, pas d'action, c'est neutre. Sans arrêt, vous avez des tas d'informations comme ça qui passent. Et vous avez ici quoi? Eh bien, c'est ça le filtre dont je vous parlais. Si vous changez le filtre, vous changez la façon de recevoir les informations. Et au lieu qu'elles deviennent neutres, elles vont aller vers le néocortex. Maintenant, s'il y a des émotions, justement, s'il y a des informations qui vous perturbent, ça va monter dans ce qu'on appelle le néocortex, c'est-à-dire le cerveau supérieur, droit et gauche. Et puis le cerveau supérieur veut dire eh bien, écoute, je connais ce système-là, t'inquiète pas, je sais que je peux m'en sortir facilement. Donc, j'envoie l'information au cerveau limbique, toujours pas d'émotion, pas d'action. Suppositoire maintenant que vous avez quelque chose qui vous perturbe. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vient, en quelque sorte, qui sort de votre concept, de votre vrai moi, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous pose problème émotionnellement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'information va passer dans le cerveau limbique, va monter au niveau du cortex, qui va dire « Ouh là là, je ne connais pas ça, c'est un problème, ça va me déclencher de l'anxiété, des problèmes, ouh là 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 là, vite, il faut que je fasse quelque chose. » Donc, ça va redescendre au cerveau limbique, qui, lui, cette fois-ci, va entraîner une action. Et là il n'y aura pas d'action, ici, puisqu'il n'y a pas d'émotion. Là, l'émotion va dégringoler dans le corps et ça va déclencher une action. C'est pour ça que c'est l'émotion qui déclenche l'action et non pas la réflexion. Et ça va déclencher l'hypothalamus qui va agir sur l'hypophyse, les surrénales et vous donner du stress. Et surtout, à droite, c'est le système neurovégétatif qui va être tout de suite perturbé. Vous allez mal au ventre, des froideurs dans le dos, vous allez avoir des tachycardies, vous allez vous sentir très mal. Eh bien, tout ça, c'est le fait que votre système de décodage a dit que, attention, c'était dangereux. Alors, qu'est-ce qui sort comme émotion de ce système-là? Eh bien, il sort, l'émotion, c'est ce qu'on appelle le système émotionnel de base. C'est l'anxiété, le décodeur de tout ce qui se passe. Quand on demande à quelqu'un si l'anxieux, il dit oui. Si on demande s'il a peur, s'il est énervé, s'il est en colère, il dit non. Mais anxieux, il dit toujours oui. Et donc, cette anxiété va devenir de la peur, et puis cet énervement va s'enchaîner, et on va tourner sans arrêt, puisque je vous rappelle que les émotions filent les unes avec les autres sans arrêt. On va sans arrêt tourner dans ce système émotionnel de base. On aura peur, on sera énervé, on aura des colères. Toutes les émotions se relient à travers ce système-là. Le système émotionnel de base, donc, est le support de l'intelligence émotionnelle. C'est lui qui va nous donner les signaux de ce que l'on est ou de ce que l'on n'est pas. Avant d'être en intelligence émotionnelle, on est donc dans notre toi, dans notre ego, et on va décoder l'environnement d'une façon erronée, puisque l'environnement ne nous correspond pas, évidemment, notamment les émotions qu'on reçoit, les informations qu'on reçoit ne sont pas, disons, décodées correctement, puisqu'on n'est pas en adéquation avec nous-mêmes. Et à la place de l'anxiété, on aura de l'aveuglement, et puis on deviendra arrogant. On aura un manque de recul, on sera critique, on sera hyper émotif. Quand on n'est pas dans notre vrai moi, on est aveugle, arrogant, on manque de recul et de relativisation des choses, et on est critique et on est hyper émotif. C'est le problème, justement, d'être coincé, on pourrait dire, dans notre ego. Ce qui fait que l'anxiété, devient aveuglement, que la peur devient arrogance. Si vous êtes arrogant, c'est que vous avez peur. Si vous êtes anxieux, c'est parce que vous êtes aveugle. Si vous êtes énervé, c'est que vous manquez de recul. Et si vous êtes en colère, si vous êtes critique, c'est que vous êtes en colère. Et si vous êtes hyper émotif, c'est que vous êtes triste. Vous voyez, ces émotions deviennent des états émotionnels, on pourrait dire, négatifs. Eh bien, l'intelligence émotionnelle va déclencher ça autrement. L'intelligence émotionnelle va faire que, grâce au fait que vous évoluez de la façon dont je viens de vous parler, vous découvrez qui vous êtes, vous déclenchez l'épigénétique, vous déclenchez de nouveaux circuits neuronaux. Eh bien, au lieu d'être, disons, aveugle, vous commencez à avoir de l'intuition, vous ressentez les choses dans votre corps. Vous dites, tiens, oui, ça, il faut que je le fasse. Ça, non, ça ne va pas, je ne ressens pas bien dans mon corps. On devient très intuitif. L'intuition, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose qui est dans notre système neurovégétatif, puisque quand vous êtes bien ou pas bien, c'est ça l'intuition. Et c'est votre système neurovégétatif qui vous dit si c'est bien ou pas. Et à partir de ce moment-là, eh bien,
vous serez en empathie, vous prendrez du recul et vous relativiserez, vous serez dans ce qu'on appelle la mansuétude, c'est-à-dire le pardon et la bienveillance, et dans l'équanimité, c'est-à-dire que vous serez en état émotionnel calme. Eh bien, quoi dire sur ce schéma? Eh bien, que l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est l'empathie, le recul, la réutilisation des choses, ce qu'on appelle le lâcher-prise, la mansuétude, c'est-à-dire le pardon et la bienveillance, et l'équanimité, l'égalité d'humeur. Le plus dur, c'est là. Le plus dur, c'est ça, de pardonner. De pardonner quand quelqu'un nous a fait quelque chose. Le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est ce pardon qu'on a du mal à donner, eh bien, nous empêche d'être bienveillants. Eh bien, le facteur 2, ce sera la bienveillance de ce pardon. À partir du moment où nous aurons pardonné, nous serons en bienveillance, ce qu'on appelle en neutralité bienveillance, c'est-à-dire on écoutera les gens, on ne rentrera pas dans leur émotionnel, parce que si vous rentrez dans l'émotionnel des gens, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas les aider, mais vous serez en neutralité bienveillante, c'est-à-dire que vous écouterez et vous serez capable de répondre tranquillement. Et ça se transformera en empathie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que vous serez en relation extrasensorielle, émotionnellement, mais extrasensorielle avec les gens. Donc, retenez bien ça, l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie, le recul, la réutilisation des choses, donc le lâcher-prise, la mansuétude, pardon, bienveillance, l'équanimité, et ça vous donne l'intuition. Et là, ce circuit qui était un circuit négatif devient un circuit donc positif. Donc en résumé, on peut dire que la mansuétude, là-haut, c'était la colère et la critique, maintenant c'est la mansuétude, que l'intuition, avant c'était de l'anxiété et de l'aveuglement, que l'équanimité, avant c'était de la tristesse et l'hyperémotivité, maintenant que c'est de la joie, que l'empathie, avant c'était de la peur et de l'arrogance, etc. Et le recul et relativisation des choses, c'était avant de l'énervement et un manque de recul. C'est comme ça qu'on passe du toi au moi. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où nous arrive un tas d'informations, notre cerveau limbique, étant donné qu'on a fait ce qu'on appelle le lâcher-prise, on va voir dans quelques instants ce que ça veut dire, eh bien, le cerveau n'a plus besoin des concepts erronés de notre moi, des concepts erronés de notre toi qui étaient dans notre cerveau, qu'on nous avait mis au cours de notre, disons, de notre jeunesse et de notre début de vie. On n'a plus besoin, et donc, il y a un lâcher-prise, les informations passent, perturbent un petit peu le néocortex, mais pas grand-chose. Et donc, le cerveau limbique va fabriquer donc, de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire recul, relativisation des choses, équanimité, etc. C'est ça la vraie intelligence émotionnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez modifier votre épigénétique, vous allez modifier vos circuits neuronaux, vous allez modifier vos neurones miroirs, vous ne serez plus en sympathie, vous serez en empathie, et surtout, vous allez sécréter les hormones du plaisir. L'ocytocine, l'hormone de la relation à l'autre, l'hormone de l'amour. La dopamine, qui nous donne envie de faire les choses, envie d'agir. La sérotonine, qui, comme son nom l'indique, nous rend davantage sereins. D'ailleurs, les antidépresseurs, soi-disant, agissent sur la recapture de la sérotonine. Donc, ça nous rend moins dépressifs, plus joyeux. Les endorphines vont nous faire que notre corps va se détendre. C'est ce que vous avez comme bien-être lorsque vous faites du sport. Vous sécrétez pratiquement de la morphine, donc ce qu'on appelle les endorphines. Vous fabriquez vos propres substances. Et puis surtout, et encore, la DHEA, la dihydroépiandrostérone, qui est l'hormone de la bonne santé et anti-vieillissement. Donc, tant que vous êtes en intelligence émotionnelle, vous fabriquez toutes ces choses-là et vous faites donc le lâcher-prise et donc l'intuition. Et qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? C'est tout simplement le fait que, à partir le lâcher-prise, c'est l'intuition, le recul et la relativisation des choses. Sous la ligne d'horizon, vous prenez du recul, vous relativisez tout ce qui vous arrive, et à partir de ce moment-là, vous avez en quelque sorte mis votre système neurovégétatif branché sur le positif, on pourrait dire. Donc là, vous n'avez plus d'émotions ou d'état d'esprit négatif, vous êtes ouvert à tout ce qui se passe, et donc vous devenez largement intuitif. Quand vous êtes aveugle ou bloqué dans vos systèmes précédents, vous n'êtes pas intuitif, vous ne pouvez pas, puisque sans arrêt, vous entretenez un système négatif et des ressentis corporels négatifs. Donc, le recul, la réutilisation, va faire qu'enfin, vous allez pouvoir, à travers votre système neurovégétatif, ici présent, je vous le remets vite fait, retrouver ce côté parasympathique quand ce sera en adéquation avec vous, et ce côté orthosympathique quand ce ne sera pas en adéquation avec vos pensées et votre bien-être personnel. Et le lâcher-prise est très important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre justement de découvrir les synchronicités. Lorsque vous êtes bloqué dans votre système négatif, appelons-le comme ça,
Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Donc il y a des tas d'opportunités, de signaux qui vous arrivent dont vous ne vous servez pas, parce que vous ne pouvez pas les décoder, parce que vous êtes trop pris dans cette gangue émotionnelle qui faisait que vous ne percevez pas correctement l'environnement. Donc vous ne recevez pas les signaux qui font peut-être vous aider à changer de trajectoire. L'intelligence émotionnelle va se brancher sur les synchronicités et vont vous permettre de trouver des choses que vous avez peut-être jusqu'à maintenant complètement occultées. Et grâce à ces synchronicités, et il y a un poème de Charles Baudelaire qui le dit très très bien. C'est un collaborateur, hein. J'ai des collaborateurs, j'ai Shakespeare tout à l'heure. Là, j'ai Baudelaire, j'ai dit, Charles, tu peux me faire un truc? Attends, j'ai fini de... Et puis j'arrive. Hein. Donc, correspondance, ça s'appelle correspondance, et c'est très important. Donc, la nature est un temple. Sophie lirait mieux que moi, mais enfin, je vais essayer de faire le mieux possible. Je me décontracte. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. C'est-à-dire que sans arrêt, vous passez comme ça au milieu de la vie, et puis sans arrêt, on vous envoie des signaux de toutes sortes que vous ne décodez pas. Lui, parce qu'il était un peu sniffé, il les découvre. Bon. Mais on a du mal quand on n'est pas, disons, en synchronicité. Et la synchronicité, elle va vous permettre ça. Donc, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles. C'est-à-dire que sans arrêt, on a des signaux qui nous disent ce que l'on doit faire symboliquement. Mais on a tous connu ça. Un jour, ça nous est arrivé. Mais une fois qu'on est en intelligence émotionnelle, qu'on est davantage évolué, on va pouvoir encore mieux le décoder. Donc l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. C'est vraiment poétiquement exactement ça, l'intelligence émotionnelle et les synchronicités. Les synchronicités sont des portes qui s'entr'ouvrent pour favoriser notre progression et notre compréhension des choses. En acceptant de les ouvrir, ces portes nous dévoilent tout un monde que l'on ne percevait pas précédemment. Donc, l'intelligence émotionnelle, grâce à l'empathie, aux neurones miroirs, grâce au fait qu'on n'est plus arrogant, qu'on est ouvert, qu'on a du recul, qu'on relativise, qu'on n'est pas à se poser des problèmes pour des trucs inutiles, ou du style « tout va bien, ça m'inquiète », vous voyez ce que je veux dire? Donc on est toujours... Parce que ça, on va le payer. Parce que me disent les gens, oh là là, ça va trop bien, on va le payer. Ça va mal finir, cette histoire-là. Mais non, tout va bien. Oui, mais vous vous rendez compte, s'il avait fait ça, qu'est-ce qu'il aurait eu comme problème? Attendez, il ne l'a pas fait. Non, mais c'est vrai, on se dit, oh là là, si jamais il avait fait ça, ça serait vraiment très mal passé. Oui, d'accord, il ne l'a pas fait, donc ça ne s'est pas mal passé, ça n'a même pas eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut sortir de ces systèmes-là. Donc, si on accepte donc, ce dont je viens vous parler, eh bien, vous allez être du bon côté de la colline, si j'ose dire. Et ça, c'est très important parce que, je vous rappelle encore une fois que le but de la chose, c'est d'être en bonne santé, ou si on est, entre guillemets, un petit peu malade, de guérir. Donc, tout ça va déboucher, si bien sûr vous considérez favorablement tout ce au sujet duquel je viens de vous causer, eh bien, cette empathie, cette intelligence émotionnelle, il faut vous en servir. Et c'est elle qui va être le support, justement, de votre estime de vous, c'est-à-dire l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est le fait, justement, qu'on est, entre guillemets, sympa avec notre organisme, selon tous les critères dont je viens vous parler, et que vous sécrétez sans arrêt, donc, de l'intelligence émotionnelle. S'aimer soi-même, Oscar Wilde, c'est aussi un pote, hein, s'aimer soi-même, c'est le début d'une grande histoire d'amour qui va durer toute la vie. Et si vous aimez, donc, ocytocine, endorphine, sérotonine, dopamine. En vérité, comme je le disais il y a quelques instants, il n'est pas juste de se dévaloriser. Ce que nous avons fait était le mieux que nous ayons pu faire au moment où nous l'avons fait. C'est ça qu'il faut bien... Il faut toujours replacer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser, se victimiser non plus. C'est que lorsque vous avez fait une action, ça correspondait à un certain nombre de circonstances. Donc, il faut toujours replacer ça dans le contexte, si j'ose dire. Il ne faut pas le sortir du contexte et dire « Oh là là, j'ai mal fait ». Pas du tout. Il faut considérer justement que c'est, à un moment donné, avec vos systèmes erronés, éventuellement votre toit dont je vous parlais, que vous avez eu quelques paroles ou quelques actions malveillantes, que maintenant vous savez que vous pouvez faire du bienveillant. Donc, l'auto-empathie, c'est ça qui est important. D'abord, nous met en parasympathique, c'est-à-dire nous met immédiatement en auto-guérison, donc ça vaut quand même le coup. Hein. C'est mieux que de prendre un antidépresseur ou de prendre autre chose. Immédiatement, dès que vous êtes sympathique avec vous, en empathie,
vous êtes en train de guérir. C'est quand même sympa. Faut quand même avouer que ce n'est pas difficile quand même d'être en auto-guérison. Donc, l'auto-empathie nous donne une force et une énergie qui contribuent à notre équilibre émotionnel et physique. À partir de ce moment-là, l'intelligence émotionnelle va parler l'intelligence du corps, qui va parler l'intelligence émotionnelle, qui va parler l'intelligence du corps, qui va parler... Enfin bref, il y a une espèce de va-et-vient continuel qui fait qu'effectivement, votre corps, à travers les systèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, à travers le système limbique et puis donc les surrénales et puis donc le cortisol d'un côté et de l'autre côté le système neurovégétatif, eh bien sans arrêt, vous activez ce système. Là, je l'active, vous l'activez, nous l'activons, il l'active. C'est pas... Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Sans arrêt, on fonctionne. Ce que je viens de vous dire, sans arrêt, vous le faites. Ce n'est pas pour faire joli un mercredi soir dans une salle de spectacle, pas du tout. Donc, ça nous donne un équilibre physique et émotionnel continuel qui fait que de l'autre côté, l'auto-empathie nous permet d'être en permanence en relation bienveillante et authentique avec nos émotions. Alors, sans prendre une grosse tronche d'ego en disant je suis le plus beau, le plus fort, les chevilles qui enflent et tout, c'est pas ça que je vous demande. C'est pas ça que je vous demande. Ça, c'est le côté égo, c'est le côté, disons, toi. Je vous demande simplement d'être vous-même et puis de vous faire du bien avec le fait que vous êtes vous-même, de faire des choses qui vous plaisent, d'être en empathie avec les autres, de fonctionner, disons, en bienveillance, de fonctionner en mansuétude, c'est tout simple. Et vous verrez, naturellement, le recul se fait, la relativisation des choses se fait, et immédiatement, le système sympathique se met du bon côté. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le système sympathique, il veut vous rendre sympathique. Donc le système sympathique, notamment du côté parasympathique, c'est-à-dire pas vous couchez avec un parachutiste sympa. Le parasympathique, c'est donc le fait que vous êtes immédiatement en bonne santé. On est bien d'accord, il ne faut pas se tromper de sujet. Donc l'auto-empathie, et ça c'est très intéressant, permet d'éliminer les 5 R. Alors vous avez une feuille, vous marquez quels sont les 5 R qui sont là pour nous faire du mal, entre guillemets. Eh bien les 5 R, c'est eux que vous allez éliminer immédiatement. Je laisse le suspense. Immédiatement, c'est que vous allez traiter par l'intelligence émotionnelle. Parce que dès que vous éliminez ces 5 R, eh bien, vous transformez immédiatement. On y va ? Rancune, rancœur, ressentiment, remords, regret. C'est là-dessus qu'on fonctionne tout le temps. On a des rancunes. Vous avez vu ce qu'il m'a fait l'autre, là, l'autre, hein ? Vous avez vu comment il me cause non, mais franchement, vous avez vu la collègue de bureau, comment elle est, là ? Qu'est-ce qu'elle me cherche, là ? Et puis mon mari, vous avez vu comment il me parle ? Bon, voilà, rancune, rancœur, ressentiment, remords et regret. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh là, qu'est-ce que je regrette. Mais oui, mais enfin, vous l'avez fait à un moment où c'était comme ça. On va pas quand même faire une soupe de tout ça. Eh bien, voilà. Parce que tout ça, ça pue et ça sent le ranci. Ça macère, là. En un point particulier que le chinois appelle le 17 Gémeaux, qui est un point situé entre les deux seins, chez l'homme, chez la femme, beaucoup plus bas. Donc, c'est le point, ce qu'on appelle le 17 Gémeaux, c'est le point des rancunes, rancœurs. C'est ce que vous avez sur le cœur que vous direz mal. Les personnes vers qui vous dirigez ça, mais la personne s'en fout complètement. Ça ne lui fait rien du tout. Mais vous, ça vous fait un mal de chien, ça, d'avoir sans arrêt des rancunes, des rancœurs, des ressentiments, des remords et des regrets. Eh bien, vous fabriquez les hormones du malheur. Fabriquez plutôt les hormones du bonheur. Arrêtez-moi ça. Virez-moi ces 5 R. Pardonnez. Acceptez ce qui se passe. Pardonnez. Ne soyez pas rancunier. Ne soyez pas avec des ressentiments continuels vis-à-vis de tout ce qui se passe. Ne ronchonnez pas à longueur de temps. Si vous virez ces 5 R, eh bien immédiatement, vous êtes en sérénité, en harmonie, en auto-guérison, immédiatement. Dès que vous vous calmez, vous êtes en parasympathique. C'est quand même facile, la vie, nom de Dieu. Il faut 1h15 pour que je vous explique ça. Il y a un terreau écrit après. Hein. Quand votre corps est souple, il faut bien comprendre la chose suivante, c'est que ça serait bien de faire l'intelligence émotionnelle, les remords et tout le bazar, mais c'est que ça descend dans le corps. Le but, c'est d'être quand même en bonne santé. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a ce va-et-vient continuel entre l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps, entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps. Ils s'échangent les informations.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est que des conneries. Vas-y, fais-lui du mal. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, sympa. Oui, bah ok, alors on va s'arranger pour que ça se passe bien. Non, mais ils échangent sans arrêt. Ils sont très intelligents. Le support de l'intelligence émotionnelle, c'est aussi l'intelligence du corps, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, entre vos corps est souple et que vous en avez la conscience globale, vous êtes intelligent. Jusqu'à maintenant, on pensait que travailler sur l'esprit, comme je disais, c'était suffisant pour que le corps s'améliore. Que dalle. Maintenant, on s'aperçoit que beaucoup des thérapeutiques sont des thérapeutiques corporelles qui ensuite vont améliorer l'esprit. C'est dans l'autre sens, beaucoup de thérapeutiques. Il n'est pas exclu de faire les deux, mais on s'aperçoit que c'est souvent le corps qui guérit l'esprit, et notamment l'intelligence émotionnelle, avec cet échange avec l'intelligence du corps, joue un rôle très important. Donc votre esprit ne fait que refléter cet état de fait parce qu'il est souple, fort et éveillé. Par conséquent, à partir de ce moment-là, vous pouvez réfléchir correctement et utiliser toute la puissance de votre esprit, si votre corps suit. Cela vous permet de trouver richesse et stabilité émotionnelle. Ça vaut le coup d'essayer entre nous. Pourquoi? Parce qu'il existe un truc qui s'appelle la biotenségrité, c'est-à-dire que nous sommes faits comme une espèce de chapiteau comme ça, où toutes les parties du corps sont reliées, notamment, je l'ai fait à d'autres conférences, je ne vais pas le détailler, notamment à travers ce qu'on appelle le système du tissu conjonctif. C'est le tissu qui enrobe tous nos organes, un immense organe qui enrobe tous nos organes et qui revient à la surface de la peau. Faut-il vous l'emballer? Et toutes nos émotions passent à travers ce système, donc, du tissu conjonctif, et va modifier notre dynamique corporelle. C'est-à-dire que nos pensées vont devenir des tensions émotionnelles, des douleurs du dos, on va se tenir de guingois, on va mal marcher, on va avoir mal dans le dos, dans l'épaule, dans le cou. Moi, ça fait presque 20 ans que j'enseigne cette histoire-là. Eh bien, il est sorti il y a un mois dans des revues scientifiques. Il existait peut-être un tissu énorme qui s'appelait vous l'avez vu, interstitium. Mais c'est le tissu conjonctif dont je parle depuis toujours, moi. Donc, je l'ai découvert depuis longtemps. D'ailleurs, dans mon livre, puisque personne n'en parlait, je l'ai appelé « Le continent inconnu ». Eh bien, c'est la partie la plus importante de notre organisme. Et là, on vient de la découvrir juste il y a 15 jours, 3 semaines. Moi, attendez, je regarde si les chevilles gonflent. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'en parle. Et je l'ai écrit dans mon bouquin. Vous verrez que ce n'est pas des bêtises que je raconte. Donc, toute notre émotionnel va dégringoler dans notre corps, nous donner ce qu'on appelle des syndromes myofasciaux, c'est-à-dire des douleurs dans nos muscles et nos fascias, parce que du tissu conjonctif, c'est aussi les fascias, et va modifier notre corporalité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nos corps, si vous voulez, vont avoir besoin de se rééquilibrer. Eh bien, si vous avez des pensées correctes, si vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez ce qu'on appelle la résilience tissulaire. Vous savez qu'il existe la résilience dont un autre médecin vous parle sans arrêt, Cyrulnik, la résilience, mais il existe aussi une résilience tissulaire. Nos corps sont plus plastiques que nous le pensions, et cette flexibilité s'accompagne de la possibilité de guérison rapide et miraculeuse. Donc l'intelligence émotionnelle permet déjà des guérisons rapides miraculeuses, et ça aussi est valable au niveau des tissus qui vont suivre nos pensées, notre intelligence émotionnelle. Notre résilience tissulaire va être tout à fait branchée sur notre intelligence émotionnelle. Notre corps deviendra intelligent, et à partir de ce moment-là, vous serez dans des situations de bonne santé, plus ou moins permanentes. Voilà. Donc, qui veut poser 2-3 questions? Oui, juste une question. Il y a une notion, il y a un mot qui n'a pas été prononcé. Je voudrais savoir où vous le mettez. Est-ce que vous en faites? C'est le mot passion. Le mot passion? Voilà. Vous opposez la raison à l'émotion. Souvent, on oppose la raison à la passion. Est-ce qu'on le retrouve dans tout cet exposé au niveau de ce que vous appelez le flux? Bon, par correction, mais on était au lycée ensemble. Est-ce qu'on le retrouve dans la notion de flux, qui, si j'ai bien compris, correspond à faire ce qu'on a envie de faire et ce pourquoi on est fait? Et est-ce que c'est une notion, à ton avis, positive ou négative? Tu parles comme un avocat, dis donc. T'aurais pas été avocat? Alors, la passion,
Il y a deux choses dans la passion. Effectivement, ça fait partie du vrai moi. C'est les dadas, c'est ce que j'ai expliqué. Ça fait partie du flux, la passion. Donc, ce qui nous passionne, c'est vraiment notre flux, c'est vraiment ce pourquoi on est fait. Maintenant, il y a le facteur 2. Si cette passion est trop dévorante, et va justement, pour ça, je n'ai pas parlé de passion, si tu veux, est trop dévorante et nous empêche de voir le reste, on retombe dans un système égotique, on est aveugle et on n'est pas bien. Parce que là, on va faire des choses qui ne sont plus en adéquation vraiment avec nous-mêmes, on va trop loin. Mais la première partie de la passion, c'est-à-dire le fait du flux, de découvrir qui on est, ça c'est une passion. Donc on peut dire que notre flux, c'est une passion, c'est une chose qu'on aime faire vraiment d'une façon continue, personnelle, où on ne voit pas ni le temps ni l'espace défiler. Je suis d'accord avec toi. Une autre question? Hein? Ah, l'amour. C'est mon 3e livre, il faut attendre un peu. Donc l'amour, effectivement, ça fait partie de ce système-là, puisque l'amour déclenche les hormones du plaisir, c'est-à-dire notamment l'ocytocine, qui est l'hormone de la relation amoureuse, mais aussi de la relation sociale, comme je le disais. Alors c'est pareil, l'amour peut devenir une passion trop dévorante et effectivement nous empêcher. C'est pourquoi, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, bon, je ne vais pas reprojeter le film, si j'ose dire, j'ai toujours dit que sous le moi, il y avait un peu de toi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un frein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un peu d'ego pour nous empêcher d'aller trop loin dans notre moi. D'ailleurs, quand il y a des études qui ont montré qu'il faut avoir à peu près 20% de pensées, entre guillemets, négatives pour compenser les 70 à 80% de pensées positives. Sinon, on est exalté, on est complètement passionné, on ne voit plus rien, on tombe dans un autre système. Donc, c'est ce juste milieu où est l'intelligence émotionnelle. Justement, l'intelligence émotionnelle va nous empêcher de passer du côté passionnel et d'avoir des idées positives à 150%. Il ne faut pas. On a toujours besoin, il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin, il y a toujours du toi dans le moi et lycée de Versailles. Vous savez qu'il existe en vous toutes ces potentialités et qu'il existe en vous quelqu'un qui vous attend depuis toujours, l'enfant intérieur. Merci pour ce voyage et soyez heureux.